Vous êtes très courageux de venir dans une salle sombre alors que nous avons droit au premier jour de soleil dans notre pays. Mais néanmoins, je crois que ce genre de manifestations sont des manifestations nécessaires. Compte tenu de la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre pays, j'entends notre pays au sens de la France en particulier, mais dans notre pays au sens du continent européen en général. Plutôt les organisateurs ont intitulé mon intervention « Le mythe de l'islamisation ». Et effectivement, je crois que depuis le début des années 2000, il se passe quelque chose d'assez grave dans les sociétés européennes et qui touche, il faut le dire, à peu près, suivant les différents sondages, entre 70 et 85% des populations européennes. Et cette chose, elle peut se résumer par le terme d'islamisation. Qu'est-ce que ça veut dire, islamisation? C'est un mot qui n'est quasiment pas employé avant les années 2000. On emploie le mot islamisme, on employait même déjà à l'époque le mot salafisme, on employait le mot djihadiste pour exprimer tout ce qui pouvait angoisser ces 80% aujourd'hui qui sont 80% d'Européens. Mais le mot islamisation, il est important parce qu'il nous fait franchir véritablement un palier. Qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie, très clairement, lorsqu'on parle d'islamisation, il y a un aspect d'un côté quantitatif et d'un autre côté un aspect qualitatif. L'aspect quantitatif, c'est l'idée de plus en plus prégnante, de plus en plus généralisée, presque indéniable dans l'esprit d'une grande majorité d'Européens, que le nombre de musulmans s'élèverait dangereusement, presque exponentiellement, comme une sorte de marée, comme une sorte de phénomène physique que personne ne pourrait réguler. C'est ça que veut dire le mot islamisation du point de vue quantitatif. Alors, très naïvement, puisqu'un chercheur doit être naïf pour être neutre, du moins à la base de sa recherche, j'ai essayé de savoir si c'était vrai, puisque tout le monde le dit. Et un des rôles du sociologue, c'est d'essayer de savoir si ce que tout le monde dit est vrai. Et je me suis rendu compte qu'il y a trois possibilités pour une population religieuse de s'accroître, soit par la conversion, soit par l'immigration, soit par la fécondité, par la natalité, si vous voulez. Et donc j'ai essayé d'examiner ces trois vecteurs, mais de les examiner de façon scientifique. Parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas de statistiques ethniques, en fait c'est interdit en France, mais il y a des chercheurs allemands qui ont travaillé sur l'espace français. Et je me suis rendu compte à mon grand étonnement, parce que j'avais aucun a priori sur le sujet au départ. Contrairement à ce qui est écrit dans des blogs ou ce que disent les tenants du bloc identitaire ou de l'extrême droite à mon encontre, j'avais absolument aucun a priori. Je ne suis ni musulman ni gauchiste, donc encore moins islamo-gauchiste. Non, je suis seulement un chercheur qui a travaillé sur une multitude de sujets. Au départ, je travaillais d'ailleurs sur le bouddhisme, donc vous voyez, pas grand-chose à voir a priori avec l'islam. Et qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert que tout ce qu'on racontait à la télévision, que tout ce dont on débattait à longueur de temps, de façon obsessive dans les médias, ne serait-ce que du point de vue quantitatif, était faux. C'est-à-dire que, ne serait-ce que démographiquement, par rapport à la natalité, les pays qui ont parmi les pays dans le monde
qui ont le plus de problèmes de natalité, de renouvellement même des générations, sont les pays musulmans. L'Indonésie, premier pays musulman au monde, est en dessous du seuil de renouvellement des générations. Et quand on s'approche du bassin méditerranéen, c'est pareil. Vous prenez l'Algérie, en dessous du seuil de renouvellement des générations. La Tunisie, pareil. Et les autres pays du Maghreb, Mashrek, sont à peu près plus ou moins au-dessus, plus ou moins au-dessous. Donc du fantasme. J'ai ensuite essayé de trouver des chiffres dans les sociétés, dites sociétés d'accueil européennes. Et je me suis rendu compte que c'était là aussi tout aussi faux. Après, j'ai essayé d'examiner sur l'immigration. Et je me suis rendu compte que, certes, il y a une forte immigration, en particulier en France, de ressortissants venant de pays théoriquement musulmans, comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie ou autres, pour des raisons historiques, mais que d'un autre côté, si on prend les chiffres sur l'ensemble de l'Europe, le premier pays d'immigration, c'est certes le Maroc, mais juste derrière, c'est la Chine, et qui est en augmentation constante et avec des réserves sur l'ensemble de l'Europe. Il y aurait encore d'autres détails à expliquer et à expliciter. Sur les conversions, la religion qui convertit le plus aujourd'hui au monde sont les mouvements pentecôtistes et néo-évangéliques. Rien qu'en Chine, c'est à peu près 10 000 conversions par jour. Donc, du point de vue quantitatif, je me suis dit, déjà, ce processus, tout ce qu'on explique de ce point de vue-là est faux. Après, il y a l'autre aspect qui est plus grave. C'est pour ça que je l'ai réservé pour la deuxième partie. L'autre aspect de cette idée d'islamisation qu'on entend en boucle, c'est que non seulement les musulmans seraient plus nombreux, non seulement ils s'accroîtraient, mais en plus, ils le feraient exprès. C'est-à-dire qu'il y aurait une sorte d'intention de conquête. Il y aurait une sorte d'intentionnalité, de subjectivité, de volonté chez tous les musulmans, plus ou moins visible, mais en tout cas tout le temps existante, de s'emparer de la culture occidentale, de s'emparer de l'Europe, de prendre possession, de transformer la culture, de s'approprier les territoires de l'Europe. Alors cette dimension, elle est très intéressante pour le sociologue. Elle est très intéressante parce que lorsqu'on analyse ce qui se passe concrètement dans les islams européens, on se rend compte que ce n'est pas du tout ça, que certes, il y a des phénomènes d'intensification de la pratique, par exemple un renouveau de la pratique du ramadan, d'intensification de la pratique à travers, bien oui, le port du voile qui, dans certains milieux musulmans, a pu renaître ou même être réinterprété. On a vu effectivement un certain succès de ce qu'on appelle le halal, en particulier relativement à la nourriture, la consommation halal, mais pas seulement, aussi à partir de produits financiers. On voit ce genre de choses. On a ce type de visibilité. Mais en réalité, si on analyse, on se rend compte que ce type de visibilité correspond à une recherche de spiritualité dans la jeunesse, une recherche de valeurs, une recherche de nouvelles formes de régulation qu'on trouve dans l'ensemble de la population, pas seulement chez les musulmans, mais évidemment chez des individus qui sont théoriquement d'origine musulmane, et bien ça se manifeste plus facilement, forcément, naturellement, par une réappropriation de ce qu'ils se représentent comme étant leurs racines et leurs origines, à savoir l'islam. Mais en rien un désir de conquête. Bien au contraire, paradoxalement, le fait de vouloir être un vrai musulman, un musulman authentique, se caractérise en réalité, c'est ce qu'on constate, nous sociologues, par le désir au contraire de faire pleinement partie de cette société avec ses principes démocratiques, avec ses principes républicains, y compris avec ce qu'on appelle aujourd'hui, mais de façon de plus en plus galvaudée, la laïcité. Alors, se rendre compte que ce n'est pas ce qui se passe, l'islamisation, cette intention d'appropriation, et se rendre compte en même temps que depuis les années 2000,
les discours à la télévision et ailleurs tendent à valider cette idée, pose problème. Parce que quand vous entendez par exemple que si les musulmans prient dans certaines rues en France, tout au plus 5, 6 rues, où la mosquée n'est pas assez grande pour les accueillir. Quand vous entendez dire dans des magazines, dans des conversations communes constituant le sens commun, que en réalité, on le sait, dans la mosquée, il n'y a pas tant de musulmans que ça. Elle n'est pas pleine, mais ils font exprès d'aller dans la rue pour occuper le territoire. J'aimerais attirer votre attention sur l'emploi du terme « occupé » dans un pays comme la France, qui a été occupé par l'armée allemande. Ça veut dire « ah, les musulmans cherchent à occuper », au sens d'une intention d'occupation quasi militaire. C'est ce qui va ressortir dans les discours, dans les débats. Certains, parfois des démographes, une démographe célèbre comme Michel Tribala, qui sait qu'il n'y a pas un accroissement quantitatif, il n'y a pas un accroissement du nombre de musulmans, mais qui en même temps veut accréditer cette idée qu'il y a islamisation, elle va nous dire, ah certes, elle l'a écrit dans Le Monde noir sur blanc, dans le journal Le Monde, certes, il n'y a pas un accroissement quantitatif, mais d'un autre côté, les musulmans aujourd'hui sont concentrés dans des secteurs géographiques, à savoir les périphéries urbaines des grandes villes, les périphéries des grandes agglomérations, et elle va nous dire cette concentration de population musulmane dans certaines parties des grandes villes, ça accroît leur capacité de mobilisation. Elle emploie le mot mobilisation. Deuxième mot que je vous demande d'analyser, qu'est-ce que ça veut dire mobilisation? Mobilisation, c'est encore un terme militaire. C'est-à-dire que mobilisation, ils seraient là pour se mobiliser, au sens où, s'ils sont dans ces quartiers qui sont ce qu'on appelle pudiquement les quartiers populaires, c'est-à-dire les quartiers les plus pauvres, où les populations jadis immigrées ont été reléguées, s'ils sont là, ce n'est pas parce qu'ils y ont été relégués, c'est parce qu'ils font exprès d'y être pour pouvoir se concentrer, se préparer à attaquer la culture européenne en ordre de marche. Vous pourriez dire que ça relève seulement de l'extrême droite, qu'au fond, c'est un discours extrêmement marginal. Et je vous dirais, si c'était le cas, finalement, ça ne poserait pas tant de problèmes que ça. Mais il faut réaliser que ce n'est pas marginal. Si vous lisez, je vous invite à le lire, j'en fais l'analyse dans mon livre, le titre 3 de la charte de la droite forte qui a obtenu le plus de suffrages au dernier congrès de l'UMP. Eh bien, dedans, il est écrit dans ce titre 3, texto, mot à mot, qu'il faudrait prendre des mesures spéciales relativement à l'islam, par exemple, pour construire des mosquées, et qu'on ne devrait pas prendre s'il s'agit de construire un temple, parce qu'une mosquée, c'est plus dangereux en soi. Alors, quel est le problème? On nous dit, maintenant, dans un troisième temps, quel est le problème? On nous dit, le problème, c'est l'islamophobie. Alors, certes, la phobie, c'est le rejet de l'autre. Et il y a un rejet des musulmans en tant qu'ils sont musulmans. Mais ce rejet, il existait déjà dans les années 80, dans les années 90. Et il était mêlé d'une certaine forme de condescendance qu'on pourrait appeler post-coloniale. Avant ces années 80, c'était plutôt l'orientalisme. Il y avait une sorte de condescendance, mais en même temps, l'exotisme de l'islam. L'islam, c'était aussi les tapis volants. Ce que je voudrais vous dire, et dont vous devez absolument prendre conscience, c'est qu'à partir des années 2000, en particulier à partir de 2003, nous ne sommes plus spécifiquement dans de la phobie du point de vue clinique, mais nous sommes dans de la paranoïa. Et ce n'est pas pareil du tout. Pas du tout pareil. Je donne souvent l'exemple dans mes conférences de la peur des araignées. Un individu qui est arachnophobe, c'est-à-dire qui a la phobie des araignées, lorsqu'il entre dans sa chambre et qu'il fait face à une araignée, soit il l'écrase, soit il est tellement phobique qu'il demande à son voisin de l'écraser à sa place, soit il va dormir ailleurs.
C'est ça le phobique. S'il rentre dans sa chambre et qu'il ne voit pas d'araignée, eh bien, il oublie sa phobie, il dort dans son lit et ça ne lui pose pas de problème. Quand on est dans une situation paranoïaque, ça ne se passe pas pareil, ça ne se passe pas de la même manière. Le paranoïaque, lorsqu'il entre dans sa chambre, il voit une araignée et d'un seul coup, il se dit « cette araignée n'est pas là par hasard, elle est là pour moi ». C'est-à-dire qu'il projette une intention. Il pense que l'araignée n'aurait pas été là s'il n'avait pas été là, lui, s'il n'était pas entré dans sa chambre. Elle l'attendait. C'est ça la paranoïa par rapport à la phobie. Et le plus grave, c'est que s'il entre dans sa chambre et qu'il ne voit pas d'araignée, il pense, c'est encore plus grave parce que si elle n'est pas là, c'est qu'elle prépare quelque chose. Or, la situation aujourd'hui de l'islam en Europe, c'est une situation d'un véritable théâtre paranoïaque. C'est-à-dire que quoi que fassent les musulmans en réalité, qu'ils se rendent visibles ou qu'ils ne se rendent pas visibles, immédiatement, de toute façon, on se dit, ils préparent quelque chose. C'est ce que communément on appelle un procès d'intention. Je vous donne une multitude d'exemples à ce sujet. Prenons l'exemple de la dérive, ce qu'on peut véritablement appeler une dérive juridique, de 2004 jusqu'à aujourd'hui, 2013, qui ne peut pas être expliquée autrement que par cette idée de théâtre paranoïaque. Ça ne peut pas, tout simplement, ça ne peut pas. 2004, on nous dit, on va interdire le simple voile, simple foulard à l'école. Comme on n'arrive pas à trouver de justification très claire pour ces fameux signes ostensibles, alors qu'on sait qu'on le dirige vraiment sur les musulmans, parce qu'on pense que c'est un risque, on va dire c'est pour protéger des mineurs seulement parce qu'ils sont mineurs, seulement parce que ce sont des enfants, par rapport à leur environnement, que ce soit leur famille ou que ce soit l'environnement du quartier dans lequel ils sont, pour être sûr qu'on ne leur impose pas. Moi, à l'époque, j'étais plutôt contre parce que sociologiquement, je voyais bien que ce n'était pas une imposition, mais plus un désir de ces jeunes. Mais je dis, dont acte, acceptons-le. D'ailleurs, les musulmans l'ont accepté, puisqu'ils ont sagement obéi à la loi, qui, à mon sens, est une loi injuste. Mais passons, disons dont acte. OK, alors pourquoi, à partir de 2009, on va réfléchir à une loi qui va finalement passer, qui va être appliquée en 2011, cette fois pour interdire le voile, certes intégral, mais cette fois dans l'ensemble de l'espace public, et à des femmes qui sont adultes. Ce n'est plus pour les protéger face à leur environnement, puisque tout le monde sait que c'est un désir, c'est une volonté, que parfois ce n'est même pas compris de leur milieu. Donc ce n'est pas imposé par leur milieu, puisque ce n'est pas compris même parfois par leur milieu. Ils disent qu'elles y vont un peu fort, etc. Mais cette fois, on va dire, ah, c'est pour l'identification. Parce qu'il faut pouvoir s'identifier dans la rue ou lorsque vous êtes dans un service public. Je ne suis pas d'accord avec le raisonnement, mais je vais dire, dont acte sur cette deuxième justification. Identification. Mais alors, comment, mais dites-moi comment, et je ne dis pas à vous en particulier, dites-le moi, mais comment peut-on justifier les débats actuels sur la laïcité dans l'entreprise, dans l'espace privé? Comment peut-on justifier l'idée de la neutralité dans l'espace plus que privé, l'espace de l'intimité des nounous qui seraient de culture musulmane? Lorsqu'elles gardent des enfants, il faudrait qu'elles enlèvent tout signe d'islamité, même si ce ne sont que des signes culturels, sur leur mur. Et ça, la gauche comme la droite semblent être d'accord avec ça, ou du moins il y a un débat très profond à ce sujet. Comment le justifier? Parce que ce n'est plus pour l'identification, puisqu'on parle du foulard. Ce n'est plus pour protéger des mineurs, puisqu'on parle de gens adultes en âge de travailler et qui veulent travailler. Quelle est la justification? Il n'y en a pas. C'est impossible de trouver une justification en termes de laïcité. Parce que la laïcité,
ce grand mot qui aujourd'hui est à la bouche de beaucoup d'hommes politiques. La laïcité, c'est un concept très simple, très clair et qu'on essaye de flouter. C'est un concept qui consiste à dire que les représentants de l'État, de la puissance publique, de la République, doivent, autant qu'ils le peuvent, être neutres, c'est-à-dire ne pas montrer de signes de leur appartenance religieuse ou politique, pour ne pas influencer les publics, c'est-à-dire les enfants, les citoyens, les gens de tous les jours, afin que ces gens, ces citoyens de tous les jours, puissent justement, eux, librement se différencier, librement exprimer ce qu'ils sont et l'exprimer avec leur manière de s'habiller, leur manière de manger, leur manière d'être. C'est-à-dire que la neutralité du service public est là pour protéger l'expression des différences culturelles, y compris des différences religieuses. Mais lorsque vous dites que la neutralité s'applique au public et pas aux représentants de l'État, ce n'est pas de la neutralité, c'est de la neutralisation. C'est exactement l'inverse. C'est l'inverse de ce pourquoi la laïcité existe. Donc on est obligé de se poser une question. Pourquoi? Et quand on lit un rapport qui est passé un peu inaperçu, qui avait été demandé par le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin en 2003, un homme politique français, depuis devenu célèbre, François Baroin, dans ce rapport, il est écrit noir sur blanc qu'il faut mettre en place une nouvelle laïcité, parce que cette nouvelle laïcité, elle devient nécessaire dans la situation dans laquelle nous sommes, même si elle est en contradiction avec les droits de l'homme. C'est-à-dire que la laïcité qui, historiquement, est un produit des droits de l'homme, et le produit direct des droits de l'homme, l'application des droits de l'homme, devrait être en contradiction avec les droits de l'homme et devrait être appliquée comme telle. C'est une ineptie totale, du point de vue logique, du point de vue juridique, du point de vue philosophique. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, donc? Ça veut dire une chose. Ça veut dire que cette inversion, elle n'est permise que parce que nous vivons dans une situation, dans la situation d'un théâtre paranoïaque. Nous vivons dans cette espèce de croyance plus ou moins implicite que, je dis nous, les Européens qui se représentent comme des Européens de souche, dans cette situation où l'on croit que l'Europe est sur le point de perdre son identité. Et vous remarquerez que c'est à cette période, à partir de 2003, que tous les groupes qui se sont constitués contre cette idée d'islamisation, contre l'islamisation, ce mythe, ce fantasme, se sont mis en place. C'est à partir de la même période que ça s'est passé. Et c'est à partir aussi de cette période qu'en Europe, partout en Europe, pas seulement en France, on a discuté d'identité nationale. Partout on a discuté l'identité nationale par-ci, par-là. Qu'on a discuté des racines chrétiennes de l'Europe ou des racines républicaines de la France, des racines d'où nous venons. Et effectivement, les Européens, l'Europe en général a un problème. L'Europe, ce n'est pas un endroit comme les autres. L'Europe, ça a été le centre du monde. Pas seulement le centre du monde du point de vue militaire, économique, culturel, le centre du monde du point de vue symbolique, c'est-à-dire que le monde a été européen. Et que l'Europe, au cours du XXe siècle, a progressivement perdu cette centralité, cette position centrale, militairement et ensuite économiquement, et qu'en 2003, je dirais même à partir, pour être plus précis, de mars 2003, elle a perdu sa place symbolique. Elle n'est plus considérée comme le centre du monde, elle n'est plus considérée comme étant le grand sage qui peut donner des conseils aux États-Unis. Les États-Unis se tournent plus vers la Chine, vers l'Inde, vers le Brésil. Et donc l'Europe se sent progressivement en train de décroître, de s'effondrer, de baisser. On le voit bien que tous les sondages disent que le sentiment le plus généralisé aujourd'hui dans la population française, c'est le sentiment de déclin.
80 et quelques pourcents. Irréversible. Et puis juste après, on nous dit « Ah oui, mais c'est parce que les musulmans veulent imposer leur mode de fonctionnement. » Ce qui n'a pas de signification, je l'ai dit, du point de vue de ce qui se passe dans l'islam, aussi bien quantitativement que du point de vue des intentions. Donc cette laïcité qui est en train de se mettre en place, qu'on appelle la laïcité stricte, et j'en finirai par là, on appelle une laïcité qui devrait s'étendre, c'est au contraire une restriction de la laïcité, d'une part, et c'est une laïcité qu'on pourrait appeler une laïcité en situation d'urgence. Quand on se croit en situation d'urgence, parce qu'on se croit envahi, on se permet de prendre des mesures d'urgence, c'est-à-dire qui sont contraires aux droits de l'homme. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'un peu comme quand on est en situation de guerre, on met en place des tribunaux d'exception pour rendre une justice rapide, qui contrevient aux principes fondamentaux du droit. Et bien là, ce qu'on appelle laïcité stricte, en réalité, c'est une laïcité d'exception dans laquelle on rend une justice de plus en plus discriminatoire envers ceux que l'on considère fallacieusement, de façon complètement fantasmée, comme étant responsables du déclin de l'Europe, alors que les responsables du déclin de l'Europe sont les Européens. Merci.